Le second sujet que je voudrais aborder avec vous, il porte sur, eh bien, il porte sur le succès extraordinaire de l'économie togolaise, dans le duel qui oppose l'Alliance des États du Sahel d'un côté et de l'autre côté, eh bien, la CEDEAO. C'est à l'occasion d'une dépêche et d'une enquête qui a été menée et qui a démontré que désormais 90% des recettes du port de Lomé viennent en réalité de l'acheminement des marchandises des pays de l'AES. Le Niger, le Burkina et le Mali. 90% des recettes du port de Lomé au Togo viennent désormais de l'acheminement en import comme en export des marchandises des pays de l'Alliance des États du Sahel. AES, que sont le Mali, le Burkina et le Niger. Voilà l'information à partir de laquelle je voudrais faire quelques observations. Que nous apprend cette information? Cette information nous apprend que, contrairement aux apparences, les pays côtiers dont on pensait que les pays sans littoral étaient dépendants, sont aussi dépendants des pays sans littoral qui sont à l'intérieur. Je recommence. Il y a une leçon qu'il faut tirer là. Fort Gnassingbé et le port de Lomé raflent la mise. 90% de leurs recettes actuelles viennent de l'import et de l'export avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, que sont le Mali, le Burkina et le Niger. Quelle leçon faut-il tirer de ce fait? La première leçon qu'il faut noter, c'est la leçon de l'interdépendance. La leçon de l'interdépendance. On a en effet un peu trop tôt élaboré le mythe de la dépendance du pays sans littoral envers le pays qui a un littoral. Pays qui a un littoral, prenons le Togo, prenons le Nigeria, prenons le Bénin, prenons la Côte d'Ivoire. Voilà des pays qui ont un littoral, n'est-ce pas? Pays sans littoral, le Mali, le Burkina, le Niger. Selon la théorie classique, le Mali, le Burkina et le Niger seraient davantage dépendants, en effet, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana, du Togo, du Nigeria, que l'inverse. Or, la crise qui a éclaté, précisément à l'occasion de la confrontation entre la CEDEAO et l'AES ces derniers mois, cette crise nous a permis de voir que mais il n'y a pas dépendance unilatérale, c'est-à-dire que la dépendance n'est pas d'un seul côté, il y a interdépendance. Mieux, pendant que on mettait le Mali sous embargo, le Burkina, etc., le Niger sous embargo, nous avons été frappés de constater que concomitamment des crises économiques sévères se signalaient au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Vous vous souvenez de cela? La flambée des prix de l'énergie en Côte d'Ivoire a eu lieu pendant même que la Côte d'Ivoire prétendait priver désormais, la Côte d'Ivoire de Ouattara, prétendait priver désormais le Mali de sa fourniture de la vente d'électricité. La flambée des prix au Bénin a eu lieu pendant que, eh bien, Patrice Talon, qui sera talonné jusqu'à son étalement, prétendait fermer sa frontière avec le Niger et infliger des sanctions économiques au Niger. Le Nigeria est entré en crise économique sévère, jusqu'à une menace de coup d'État contre Tinubu, alors même qu'il avait fermé sa frontière contre le Niger et qu'on s'attendait à ce que de tels événements éventuellement se déroulassent au Niger. C'est au Nigeria que ça a pété. Donc, nous avons pu observer une chose, c'est que les pays qui sont côtiers ne sont pas nécessairement plus puissants que les pays non côtiers. On a découvert quelque chose qui ne paraissait pas évident depuis très longtemps, c'est la puissance continentale africaine. L'Afrique est d'abord un continent. Et ce sont ces pays continentaux, c'est-à-dire ces pays qui ont l'interland le plus vaste, qui détiennent une plus grande capacité d'autarcie. Il est important de souligner que d'abord, à l'intérieur de l'espace CEDEAO, il n'y avait que 5%, je dis bien 5% d'échanges économiques. Tous les pays de la CEDEAO vivent essentiellement de l'export et de l'import envers le reste du monde, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie et l'Amérique.
Il faut savoir qu'il n'y a que 5... Dans l'espace CEDEAO, quand la CEDEAO avait 15 membres, il n'y avait que 5% d'échanges commerciaux à l'intérieur. Tous les pays de la CEDEAO étaient dépendants de l'extérieur, c'est-à-dire de l'import-export avec l'Europe, de l'import-export avec l'Asie et avec l'Amérique. D'accord? Donc quand on a cru que par l'embargo on allait complètement étrangler le Niger, étrangler le Mali ou le Burkina, on s'est foutu le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. On s'est simplement privé des recettes douanières. On s'est privé des taxes. On s'est privé de tous les avantages et de toute l'activité d'entreprise que l'entrée et la sortie des marchandises burkinabées, nigériennes et maliennes génèrent dans les ports des pays de la CEDEAO. Donc en réalité, la CEDEAO s'est tiré une balle au pied par ces sanctions. Et c'est ce qui explique les crises économiques en cascade qui se sont déclenchées dans les pays de la CEDEAO. Le Ghana s'est même retrouvé en situation de faillite. Au point que le Ghana aujourd'hui est très actif pour ouvrir le port de Tema afin que les marchandises burkinabées passent par là. Je vous informe que le Ghana, Nana Akufo-Addo a fait le voyage de Ouagadougou pour dire aux autorités burkinabées qu'il ouvrait largement le port de Tema. Qu'elles pouvaient compter sur le port de Tema, que vraiment le Ghana a toujours été le frère du Burkina. D'ailleurs, quand le président Sankara était vivant, avec le président Jerry John Rawlings, ils sont des frères, que lui-même, même si vraiment son père a été renversé par les Jerry John Rawlings et consorts, mais que lui-même, vraiment, il est très amoureux de Jerry John, il a un héritier spirituel de Jerry John. Quand les gens sont morts, on est facilement leur héritier spirituel. Nana Akufo-Addo est venu déblatérer à Ouagadougou pendant plusieurs heures. Tout ça pour obtenir que le Burkina accepte de passer aussi par le port de Tema, donc de faire vivre l'économie ghanéenne. Parce que le Burkina, contrairement à ce que l'on pensait, a une capacité productive énorme. On a oublié qu'une bonne partie de la main-d'œuvre ouest-africaine est constituée de Burkinabés. On a oublié qu'une bonne partie de la main-d'œuvre en Côte d'Ivoire est constituée de Burkinabés. C'est-à-dire que les Burkinabés sont caractérisés par leur capacité endogène de produire. Voilà que les Burkinabés se sont mis à produire de l'attiéké au Burkina, produire de l'ananas au Burkina, produire du café au Burkina, produire du cacao au Burkina. Les Burkinabés ont décidé de bien montrer à toute l'Afrique de l'Ouest qu'ils sont la plus grande force de travail connue sur les côtes. Oui, la plus grande force de travail connue sur les côtes ouest-africaines francophones, elle vient du Burkina Faso. Et voilà pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a dit attention, nous allons être une grande puissance cacaoyère. C'était un message à Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. C'est à lui que le président du Faso s'adressait. Nous, Burkinabés, nous allons être une première puissance cacaoyère et caféière. On va détrôner la Côte d'Ivoire. Pourquoi il disait cela? Parce qu'il voulait rappeler que même en Côte d'Ivoire, c'est nous qui fournissons une bonne partie de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre ouvrière et paysanne ivoirienne est fortement burkinabé. Écrivez ça. Donc quand je possède le travail et que tu possèdes le capital, alors je procède à une révolution prolétarienne et je te fais tomber. Je mobilise le travail, je produis donc du capital et toi tu ne sers plus à rien pour moi. Oui, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Appliquée ici au rapport de force entre le capital ivoirien et le travail burkinabé. Les millions de Burkinabés qui travaillent au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire représentent la force de travail, le travail. Et maintenant, ils sont de plus en plus dans des sphères hautement qualifiées de l'appareil productif. Donc, ils sont déjà dans la contre-maîtrise. Et Ibrahim Traoré a annoncé que la roue, la dialectique historique entre le travail et le capital va tourner entre le peuple burkinabé et l'oligarchie criminelle qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Oui, et c'est pour ça qu'ils ont concentré la plus sévère attaque terroriste impérialiste contre le Burkina Faso. La dernière vaste attaque, c'était une attaque militaire organisée dans le cadre de la guerre hybride de la CEDEAO contre le Burkina. Parce que le président Ibrahim Traoré a clairement dit qu'il va libérer le prolétariat burkinabé de la dépendance envers la bourgeoisie comprador qui tient la Côte d'Ivoire en otage. Oui! Il a dit, vous allez mettre une force en attente en place, on l'attend. On attend la force en attente de la CEDEAO.
Mais cette attente n'est pas simplement militaire. Cette attente est également économique. Car le combat est aussi au niveau de la production des moyens d'existence. Donc, le Togo marque un grand coup, puisqu'il récupère en réalité les recettes nigérianes, il récupère les recettes béninoises, il récupère les recettes ivoiriennes, et il récupère les recettes ghanéennes qui provenaient de l'import-export du Mali, du Burkina et du Niger. Et là, on comprend que Faure Gnassingbé est profondément malin et qu'en même temps, il joue avec le feu. Parce que précisément, la déconfiture de la CEDEAO remplit les caisses du Togo. Il faudra s'attendre à ce que les pères de Faure Gnassingbé au niveau de la CEDEAO se vengent de lui. Car Alassane Dramane Ouattara ne connaît pas un autre langage. Ils sont en train de faire les calculs actuellement. Talon a ouvert largement sa frontière. Le Niger a maintenu sa ligne. Nous passons par le Togo, nous passons par la Guinée, nous passerons par le Maroc s'il le faut. Mais nous allons arrêter de vous faire des cadeaux. Tinubu a ouvert sa ligne, mais le Niger tient à montrer au Nigeria qu'il peut vivre sans lui. Et le Niger ne va pas s'arrêter. Bref, en réalité, on peut dire que Faure Gnassingbé se met dans une situation beaucoup plus délicate en raison de ce succès. Ce succès le met en demeure de choisir, et je conclus là-dessus, entre la CEDEAO et l'AES. Car un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Il sera mis en demeure de choisir bientôt entre la CEDEAO et l'AES. Lorsque le bilan sera fait de ces gains économiques faramineux, au détriment de la CEDEAO, je suis certain que peut-être que le Togo de Faure Gnassingbé, lui, sera exclu de la CEDEAO. Il n'aura pas besoin de démissionner, mais il sera exclu. Je recommence ma prédiction. Le Togo de Faure Gnassingbé, s'il continue à tirer son épingle de cette façon, du jeu, et notamment à s'en mettre plein les poches, pendant que les autres États, eh bien, sont en train de morfler, le Togo sera peut-être le premier État de la CEDEAO exclu par la fameuse conférence des voyous d'État qu'on appelle la conférence des chefs d'État ou chefs d'État de la CEDEAO. Oui, écrivez ça. Quand Alassane Dramane Ouattara va faire sa crise habituelle, eh bien... Non, il va ordonner, sans délai, la sortie du Togo de l'organisation. On ne peut pas être avec nous et contre nous. Non, 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 c'est pas possible. Ça va venir, hein. Vous les avez vus faire un peu ami à Abidjan, et le président togolais s'amusait à flatter, eh bien, Alassane Dramane Ouattara. Tout ça est de courte durée. Le double jeu togolais entre l'AES et la CEDEAO ne tiendra pas longtemps. Ça ne tiendra pas longtemps. Et c'est cela que je voulais souligner quand j'ai vu que 90% eh bien, des gains, des transactions qui ont eu lieu désormais au port de Lomé sont des gains, des transactions qui sont en rapport avec le Mali, le Burkina et le Niger. J'ai dit, comment la CEDEAO va-t-elle prendre cela? Et c'était le deuxième objet de mon propos. Je passe au troisième.